conférence commune au Forum des usages coopératifs et à l'école d'été de l'Institut Mines Télécom. Et donc, dans un contexte, hein, vous avez peut-être regardé la météo, il est prévu plus de 40 degrés la semaine prochaine, la semaine à venir, et donc on a pensé qu'un pompier s'imposait. Donc Laurent Marceau, qui est réellement pompier, sapeur première classe, pompier bénévole, et qui probablement aura du travail dans la région de Montpellier la semaine prochaine, à nous parler un peu de ces incendies qu'il faut éteindre si on veut que la planète reste habitable. À toi, Laurent. Merci beaucoup. Donc effectivement, Laurent Marceau, c'est marqué là, c'est marqué sur l'étiquette aussi. Mon vrai métier, c'est secoueur de cocotiers, mais on ne va pas du tout parler de ça aujourd'hui parce que ce n'est pas le propos. Donc effectivement, je suis sapeur-pompier bénévole dans l'Hérault, donc c'est un peu dans le sud, là-bas, un endroit où il fait un peu chaud. Ce que j'ai envie un peu de faire avec vous, c'est de partager mon parcours justement de pompier bénévole. Sauf que quand on est en intervention, vous ne reconnaissez pas les bénévoles des professionnels, donc en fait on est déguisés à peu près tous pareils. Et de voir un peu comment les rencontres que j'ai faites avec les acteurs dits de la transition, comment du coup j'ai découvert, j'allais dire votre monde, parce que je pense que vous êtes visiblement un peu tous engagés. Et je vais essayer de vous raconter comment un pompier a pu rencontrer les acteurs de la transition et comment j'ai appris plein de choses. Je vous ai découvert, voilà. Et en même temps, comment j'ai un regard des fois un peu critique sur votre stratégie pour éteindre les incendies. Parce que quand on parle d'acteurs des transitions, oui, on voit plein de gens qui disent que le monde ne va pas si bien, qu'il y a plein d'incendies à éteindre. Et effectivement, du coup, je suis assez intéressé pour voir s'il n'y aurait pas 2-3 trucs à aller piquer chez les sapeurs-pompiers qui pourraient nous aider à être peut-être un peu plus efficaces, efficients et tout ça. Alors, je ne suis pas du tout conférencier, donc je suis désolé, je n'ai pas de slide. On m'avait demandé à ce que... Donc moi, je suis pompier, hein. Donc j'ai pas de slide, j'ai pas d'éléments, je ne suis pas du tout à l'aise avec ces choses-là. Pareil, je ne suis pas conférencier, donc je pense que je vais dire des choses certainement grossières et des choses qui vont vous paraître très rapides, peut-être hors sujet, parce que, encore une fois, je ne vous connais pas trop. Donc je vous prie déjà de m'excuser, parce que peut-être que je dirai des grosses bêtises et peut-être que je dirai certaines approximations qui vous feront bondir, mais bon, encore une fois, veuillez m'en excuser d'avance. Et peut-être que je souhaiterais faire, c'est juste au début vous rappeler que les pompiers, ce n'est pas que des gens qui vont éteindre les incendies. Les incendies, ça représente à peu près, même si dans le sud de la France, ça brûle pas mal, ça représente moins de 20% de nos interventions. Le reste du temps, c'est de l'ambulance, le reste du temps, c'est d'aller décoincer les gens dans les ascenseurs, c'est d'attraper des serpents, c'est des choses voilà, tout à fait diverses et variées. Mais c'est vrai, quand on passe dans un camion rouge, tout de suite on passe à la télé, donc c'est beaucoup plus sympathique. Dire que les pompiers, c'est principalement des volontaires. Donc c'est des gens qui sont, quand lundi je vais être du coup en 2 services, je serai payé 7 heures les 12 heures de garde. 7 euros pardon, les 12 heures de garde. Et si jamais il y a une intervention, on passera à 7 euros de l'heure d'intervention. Donc vous voyez, c'est absolument énorme. 80% des volontaires des pompiers en France sont des volontaires. Donc c'est des gens qui font un autre métier, donc comme moi, secoueur de cocotiers, et qui ont un petit bip sur le côté du pantalon, et quand ça se met à sonner, en moins de 5 minutes, on doit être à la caserne et pouvoir être à vos services s'il y a besoin. Voilà, c'était juste pour rappeler un peu le contexte. Et aussi dire que les pompiers, on les voit beaucoup en intervention. Donc c'est le côté oui, un peu action directe, le côté héros et tout ça. Mais il y a un immense travail de travail entre nous, de formation, de répétition, de prévention. C'est-à-dire que si un jour vous avez la chance de tomber là-dessus, il y a des espèces d'immenses documents qui sont faits par les pompiers, qui sont tous les scénarios possibles des catastrophes imaginables. C'est très intéressant. Et le fait d'avoir ça dans c'est des documents qui sont publics, donc vous pouvez les voir. Il y a des documents nationaux qui se déclinent en documents départementaux. Et c'est-à-dire que c'est des personnes qui vont imaginer tout le pire qu'ils puissent imaginer, et il faut qu'on soit prêt pour gérer le pire. Ce n'est pas des documents que j'ai trouvés chez les acteurs des transitions. C'est-à-dire qu'effectivement, on parle entre nous du pire, mais des fois se dire, ok, ces pires-là, comment on peut les scénariser et comment on peut imaginer mettre en place des éléments opérationnels qui vont permettre, en
en mettant en lien nos différentes actions, nos stratégies, de pouvoir faire face à des choses qui de toute façon seront imprévues. En tout cas, document très intéressant. Donc si je dis juste ça, c'est que oui, on est des fois opérationnel, mais il y a tout un temps où on est, et dans l'opérationnel, on est beaucoup en fonctionnement hiérarchie, avec des chefs qui quasiment vont décider pour nous, même s'il y a beaucoup de coopération, et on pourra revenir là-dessus. Mais il y a plein de moments qui sont des moments où on discute entre nous, où là, j'allais dire, il y a quasiment plus de hiérarchie, où on va vraiment se préparer à pouvoir intervenir. Mais on reviendra là-dessus, parce que je pense qu'on peut tirer des fils. Alors, du coup, comment j'ai rencontré les acteurs dits des transitions? Donc, un jour, j'ai eu la chance d'être appelé pour faire on appelle ça, nous, des opérations spéciales, hein, c'est pas du tout... Enfin, en tout cas, j'allais faire le responsable sécurité dans une conférence de Pierre Rabhi. Je ne sais pas si vous voyez, c'est un paix à son âme. Et du coup, il monte sur scène, vous voyez, petit bonhomme, machin et tout. Et il commence à parler de petits colibris qui, avec leurs petites gougouttes, vont éteindre des incendies. Et là, en tant que pompier, je me suis senti hyper concerné. Et du coup, j'ai décidé de m'impliquer dans ce... Voilà, j'ai dit, ah, c'est génial, ils veulent éteindre les incendies. Au début, je n'avais pas compris, hein, que ce n'était pas des vrais incendies, c'était des incendies métaphoriques. Mais n'empêche que, voilà, du coup, j'ai pris ma carte, je sais pas quoi. Et du coup, j'ai beaucoup discuté avec ces gens qui, effectivement, travaillent beaucoup sur eux, respirent avant de parler, sont très intolérants au gluten, sont très électrosensibles, mais ont envie de faire leur part. Et ça, c'est super par rapport aux quelques incendies qui nous menacent. Avoir envie de faire sa part, ça donne envie d'y aller, quoi. Et du coup, en tant que pompier, quand je discutais avec eux, en disant « Ah ben nous, on va plutôt mettre la gougoute là-bas. Ah, nous, plutôt la gougoute là-bas. Moi, je la fais au niveau local, et si je mets la gougoute au niveau local, ça va transformer au niveau... » Et les gars, voilà. En tant que pompier, je pense que ça va, vous n'allez rien éteindre du tout, quoi. Donc vous serez content parce que vous allez poser la gougoute, mais en termes de stratégie opérationnelle, je pense que ça va pas, enfin, on va pas aller très très loin. Et du coup, je me suis vraiment passionné par... Enfin, après, on a discuté, enfin, à chaque fois on discutait, je me suis dit, oui, enfin, encore une fois, il y a le feu, enfin, je ne sais pas si vous êtes d'accord, il y a 2-3 incendies qui nous menacent, enfin, c'est à peu près indéniable. Mais il faut peut-être qu'on s'organise un tout petit peu, quoi. Oui, mais la hiérarchie, on n'aime pas, nous on adore faire des cercles, et puis on va en faire de la décision par consentement, puis quand on sera bien d'accord, on va... Je dis, hey, les gars, ça brûle. Le feu arrive, nous quand on est en opérationnel, qu'il y a la flamme qui arrive, vous voyez, des pins d'Alep qui brûlent, vous avez des fois 10 mètres de flamme au-dessus. On ne va pas faire un cercle, une charte relationnelle et un accord de groupe pour y aller, quoi. Voilà. Donc quand il n'y a pas le feu, on peut se regarder le nombril, enfin pardon, on peut faire des choses très sympas, dire ouais, tes valeurs, est-ce qu'on est aligné sur la valeur, okay, c'est intéressant, mais quand il y a le feu, on y va. Donc il faut un peu dépasser, voilà. Des fois, voilà. Et donc je me suis du coup passionné pour ces gens-là, et j'en ai beaucoup discuté, du coup ça m'a amené à rencontrer plein de gens, mais une fois je suis venu à Brest, je me rappelle, et du coup on partageait avec des Bretons, je me rappelle, on était devant une boletite, on dit ça, une boletite et une galette. Et on parlait de ça, tous ces acteurs d'idées de transition qui ont envie que ça bouge. Il y a plein de gens qui ont envie que ça bouge actuellement, et on les voit. Et donc on a vu, donc moi je connaissais bien les colibris, je connaissais bien les animateurs nature aussi. Vous savez, les gens qui vous emmènent dehors et tout ça, développement durable. Donc nous on a appelé ça les durabilistes. Parce qu'à un moment, il faut trouver des termes. Et donc on parlait de ça. Puis il y avait un autre copain, lui, il était plutôt dans les imprimantes 3D, le OpenStreetMap, tous ces machins-là. Là. Si c'est libre, c'est bien. Donc on appelait ça les libristes. Et puis il y avait des gens plutôt, alors un peu éduc-pop, engagés, RESF, reconduite à la frontière et tout ça. On appelait ça les solidaristes. Et du coup, avec ce copain qui était un ancien toxicomane breton, ce qui était presque un pléonasme, il m'a dit ça fait tragédie, on pourrait dire la tragédie du LSD. Voilà. Et donc c'est vrai que ça sonnait bien, tragédie du LSD. Et donc voilà. Donc pourquoi tragédie du LSD? On s'est aperçu que oui, des gens qui ont envie que ça bouge et qui voient qu'il y a des incendies un peu partout, il y en a plein.
Par contre, ces personnes-là fonctionnent beaucoup en silo. C'est-à-dire que vous prenez les libristes, vous avez des gens qui sont fabuleux parce que dès que tu commences un projet avec eux, juridiquement, il est blindé comme étant un commun. Ça, c'est bon, ça, c'est calé. Si tu ne fais pas un projet qui est en Creative Commons, GNU GPL et tout ça, tu démarres pas ton projet. Par contre, en termes de pensée politique, si c'est libre, c'est bien. C'est bien, mais on peut faire mieux. Après, c'est des personnes qui, pédagogiquement, quand vous voyez, je ne sais pas si vous avez vu des gens qui font une démonstration d'imprimante 3D. Alors, ils impriment des maîtres Yoda, des décapsuleurs avec des pièces de 20 centimes, et puis quand tu discutes avec eux, tu as l'impression que tu les déranges, hop, ils vont tout de suite régler est-ce que le truc... Bon, c'est pas des gens qui, en termes de relations, tu sens que c'est pas leur truc, quoi. Voilà. Par contre, ils sont capables de coder des choses en se mettant aux quatre coins de la planète, et de faire des lignes de code qui se forquent, qui se mergent, et ça fait des logiciels extraordinaires. Donc ils sont capables, sans se voir sans arrêt, en se regardant dans les yeux de ça, de faire des choses qui sont fabuleuses. Les 2/3 du web au niveau mondial fonctionnent avec ces logiciels-là. C'est redoutablement efficace. Donc en termes d'organisation, vous voyez, nous les pompiers, il faut qu'on se réunisse. Eux, ils sont capables de faire des actions sans discuter, puis hop, et puis voilà. C'est absolument extraordinaire. Donc, ils ont des éléments fabuleux et puis des éléments sur lesquels peut-être que c'est pas leur grande... Après, vous passez chez les solidaristes. Donc solidaristes, moine triste, cheveux gris, sujet grave. Et donc, comme sujet grave, c'est des réunions seront chiantes. Voilà. Je triste. Technique d'animation des réunions, ça n'a pas bougé depuis la Seconde Guerre mondiale. Par contre, ils ont une capacité de mobilisation hallucinante. C'est-à-dire qu'ils sont capables, demain, il y a un gamin qui se fait reconduire, hop, tac, tac, hop, on va faire des affiches, des machins. Donc, capacité de mobilisation extraordinaire. Quand tu discutes avec eux, toi, tu as dit libre. Ah non, mais est-ce que, entre libertaire, libertarien, machin, ils te font la définition des mots, ils sont capables de s'empéguer parce que le PS, c'est pas le PSU, et que la gauche, et que l'histoire, et qu'au congrès de Tours, en 1752, il y a eu donc, histoire politique des idées. Donc c'est des gens qui sont vraiment extrêmement politisés, c'est-à-dire qu'ils sont capables de... Mais tellement politisés que des fois, ils vont se foutre sur la gueule avec le mouvement d'à côté, parce que tu comprends, ils sont plutôt tendance marxiste, et les autres, ils sont plutôt tendance machin, etc. Ça vous cause? Ah, ok, super. Mais encore une fois, pareil, fabuleux sur certains domaines, et peut mieux faire sur d'autres. Les durabilistes, très intolérants au gluten, électrosensibles. Donc soit c'est contagieux et dès qu'ils se mettent entre eux, ça, hop là. Soit ils sont attirés parce que voilà, il y a un truc scientifiquement ça attire. Pédagogiquement plutôt bon. Donc ils sont capables de faire des machins, de la communication extraordinaire, des beaux t-shirts avec le logo colibri, avec la petite gougoute qui coule et tout, fabuleux, c'est extraordinaire. Scientifiquement, les connaissances véhiculées sont obsolètes depuis à peu près 100 à 150 ans, mais on dit qu'on fait c'est sérieux. Et puis des pros de tant qu'on n'est pas d'accord sur la charte, on n'a pas fait la charte de la charte de la charte, et donc vous avez des gens qui s'épuisent à faire des cercles de consentement et d'objection et tout ça, et qui des fois n'arrivent pas trop à passer à l'opérationnel. Ou quand on passe à l'opérationnel, la décision n'a pas été prise, j'ai pas eu le temps d'objecter, tout ça. Mais encore une fois, qui sont fabuleux sur de la pédagogie. Donc avec ce copain toxicomane, ce qu'on a vu, c'est que bien souvent, ces grands silos-là restent entre eux. Et restant entre eux, ils deviennent... ils ont ce qu'on appelle des pathogénies de caste. Et du coup, ils essaient de résoudre. Alors, ils sont assez conscients de leurs problèmes, mais souvent, ils essaient de les résoudre par alors, en plus, il y a plein de coachs dans ce truc-là. Le coach qui sort de la même école et qui va essayer de résoudre les problèmes du même silo. Et c'est pas possible. Donc, c'est comment on va, des fois, faire de l'intersilo et de se débrouiller pour que, oui, vous prenez le côté Creative Commons ou GNU GPL, en tout cas juridiquement partageable des libristes. Imaginez que si toutes les connaissances des solidaristes et des durabilistes étaient sincèrement partagées, ce serait extraordinaire. Prenez la pédagogie des durabilistes et filez ça un peu, ou la pédagogie ou des modalités de techniques d'animation des durabilistes, mettez ça un peu chez les solidaristes, c'est de la bombe.
prenez de la pensée politique. Voilà, je ne vais pas faire toutes les combinaisons possibles, mais je pense qu'il y a un gros élément du coup à travailler sur ces liens-là. Donc là, c'était juste pour raconter mon histoire, pour comment je suis arrivé chez les durabilistes. C'est parce que Papa Rabi disait qu'il fallait éteindre des feux, donc ça m'a plu. Voilà, c'est la première. C'était compréhensible ce que j'ai raconté? Ouais, ça. Ok, très bien. Donc je vais plutôt maintenant parler des pompiers. Alors, je sais plus. Ma maman m'a dit qu'il fallait que je prépare des choses. Donc oui, alors donc l'autre élément, c'est donc on revient sur les pompiers. Quand on est pompier, on est formé, on a de base 350 heures de formation pour du coup faire, parce que quand on arrive sur n'importe quelle intervention, je ne vais pas dire « Ah, ça, je ne sais pas faire, on va attendre les professionnels. » faut qu'on sache faire. Quand tu as un feu qui arrive, tu vas dire « Oh bah non, ça je ne fais pas. » Donc on est formé de base pour faire ça et on répète sans arrêt, et on fait régulièrement ce qu'on appelle des FMA, des formations de maintien des acquis. Pourquoi? Parce que quand on est face à des... Donc oui, on se prépare à, et je vous disais tout à l'heure qu'on fait des scénarios et on va essayer d'imaginer toutes les possibilités par rapport et à se former par rapport à ces scénarios, sauf que quand on arrive sur une intervention, il y a toujours de l'imprévisible. Toujours. Et il est possible que ça ne s'arrange pas. Donc quand on est face à de l'imprévisible, certes, on va utiliser ce qu'on nous a transmis, mais il va falloir qu'on invente. Quand il y a eu le Bataclan et tout ça, aussitôt, il y a eu ce qu'on appelle des rétextes, des retours d'expérience, qui ont circulé partout, déjà entre nous, de manière très très horizontale, dans un truc qui est pensé comme hiérarchique. Ben non, ça circule dans tous les sens. Et puis petit à petit, ça remonte, et ça devient de nouveaux documents opérationnels, qui sont des documents qui sont fabriqués au niveau national et qui reviennent au niveau départemental, et qui sont adaptés au niveau départemental, parce que ce qui est pensé à Paris, dans l'Hérault, il faut qu'on adapte, forcément. Parce que les contextes sont différents, etc. Et donc, de plus en plus, moi quand j'ai commencé les pompiers, ça fait à peu près une quinzaine d'années, on avait des éléments, on disait, il faut absolument que tu fasses ça. Enfin, on avait des protocoles, il fallait suivre le protocole. On s'est aperçu que ça marchait pas. Enfin, ça marchait que quand on est dans un monde de certitude. Or, on est de plus en plus dans un monde d'incertitude. Donc, dans ce monde d'incertitude, on se dit, voilà, on te file des outils, mais surtout, adapte. Et ça, c'est un immense changement. Et ça a été un changement dans la formation, un changement dans... C'est-à-dire que du coup, si tu vois des choses qui sont nouvelles, surtout, il va falloir que tu imagines des choses. Donc, ce qu'on demande, c'est pas non, c'est que des gens cortiqués. Donc, il va falloir que tu adaptes. Et si jamais ce que tu vois peut être intéressant pour la totalité, surtout, tu fais remonter aussitôt. Donc, c'est-à-dire que Bataclan, hop, on a du matériel qui redescend, des formations qui vont bien pour que on puisse gérer ça. Beltrame, je ne sais plus dans quelle commune c'était, petite commune rurale, parce qu'avant on pensait que les gros cartons ce serait que dans les grandes villes, donc on a équipé les villes, on a formé les villes. La même chose dans l'espace rural. Allez, 15 jours après, on avait du matériel qui arrivait dans l'espace rural, les formations qui arrivaient avec. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si jamais, chez les pompiers, il y a un Gus qui trouve une solution et qui ne la partage pas, je pense qu'il est viré instantanément de chez les pompiers. Moi, ce que je vois chez nous, en tout cas quand je change de casquette, chez les acteurs dits des transitions, je vois des gens qui ont les valises pleines de solutions. Ces solutions-là ne sont pas partagées, ou ne sont pas partagées sincèrement. Si tu veux voir la solution, il faut payer. Ou alors il faut que tu viennes faire ma formation. Ou alors toi, bon écoute, je te la passe, mais vraiment tu la diffuses pas. Hein. Et les gars, il y a le feu. Donc si au XXIe siècle, nous, acteurs dits des transitions, on a des méthodos qui sont pertinentes, alors petit 1, on ne se la ramène pas, on arrête de dire que c'est la méthodo qui va changer le monde. Moi, j'arrête pas de voir ce que j'appelle les maquignons de la désespérance. Donc c'est des gens qui voient que là, comme ça va pas bien, j'ai trouvé la petite méthode, tout le monde est en train de flipper, et je vais dire c'est la méthode. Donc déjà, tu te calmes, parce que on va être face à de l'imprévu, donc du coup, tu vas essayer de gagner en humilité de méthode, humilité de personne, humilité de structure, parce que quand tu vas être confronté à l'incendie, tu vas voir, c'est ça qui nous permettra de voir si ça passe ou ça casse. Et puis encore une fois, moi j'ai vu plein d'incendies, des fois tu penses que tu sais, et puis tu te prends l'incendie d'après, et puis tu réapprends tout, quoi. Donc cette idée d'humilité, de méthode, de structure et tout ça, donc je suis le coach consultant de la méthode. Maintenant ils mettent même leur nom derrière, méthode de monsieur machin. Trait de marqué, tac.
acteur des transitions, mais c'est scandaleux, c'est criminel si tu ne partages pas. Donc c'est comment on partage et comment, en plus on gagne en humilité. Oui, mais tu comprends s'il y en a qui prend ma méthode et il se met à la partager et qu'il se met à l'utiliser d'une manière que moi je n'ai pas imaginée. Encore mieux. Quand on fait du rétex, du retour d'expérience, l'idée c'est que oui, je donne, et vraiment ça m'échappe. Donc on va lâcher un peu. Et encore une fois, il y a le feu. S'il y a le feu, encore une fois, le premier qui ne partage pas aujourd'hui au XXIe siècle une méthode qu'il pense être pertinente pour les humains, c'est un grand criminel. Et après, ce qu'on vient souvent dire, c'est « Oui, mais je n'ai pas encore trouvé mon modèle économique. » Alors ça, c'était au XXe siècle, on pouvait se poser la question, il n'y a aucun souci. Hein. Au XXIe siècle, il y a le feu. Donc oui, on partage, et si on peut en vivre, c'est très bien. Moi, j'ai envie, regardez, 7 € les 12 heures de garde. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire derrière, mais peut-être qu'on pourra en discuter, c'est comment des gens qui fabriquent, qui sont actuellement figés sur leur méthodo, figés sur leur petit outil, figés sur leur fresque machin, figés sur leur... Comment faire pour qu'ils se décrispent du porte-monnaie et de leur dire, ben voilà, ok, ben ça, ce que tu as fait, c'est super, et ben on va t'aider, voire même on va te payer, voire même on va te rassurer pour que ça devienne des communs. Les gens qui, chez les pompiers, donc on est un tout petit peu payé en opérationnel, mais des gens qui sont payés pour faire du coup du transversal, du rétex, tout ça, il y a des gens qui sont payés pour ça, pour faire des synthèses, faire remonter, faire redescendre. Ça, ces gens invisibles qui font des liens sont vitaux pour nos structures. Et là, vous voyez, nous, pompiers, éteindre des feux et ramasser des grands-mères qui sont cassées le col du fémur, c'est facile. Là, les chantiers face auxquels on est, dans nos humanités, sont colossaux. Donc on va être face à du complexe. Là, c'est comment on a des gens qui sont des personnes qui vont nous aider à tisser ces méthodes-là. Je pense que c'est relativement vital. Et donc là-dessus, c'est comment on va les... Peut-être, ok, tu fais pas du commun, on te paye un tout petit peu. Tu fais du commun, on te paye encore plus. Et puis ça, on se débrouille pour que, pouf, on puisse faire vous imaginez des documents, des guides, là, hop, ça monte, ça redescend, ça se connecte, juridiquement c'est compatible, ça peut faire des... Je pense qu'on peut être un peu plus opérationnel. C'est toujours compréhensible? Merci. Donc on revient sur toujours le côté intervention. Moi, ce que j'adore chez les pompiers, je disais à quelques personnes, lundi et jeudi, moi j'adore être conducteur de chef. Parce que quand tu conduis les chefs, tu es aux premières loges. Dès qu'il y a un gros truc, tu es là, quoi. Et j'adore voir la mayonnaise monter. Et quand tu as un gros feu, là, j'ai des copains là, qui sont sur un feu. Là, hier soir, il y avait 590 hectares qui avaient brûlé. Je pense que ça a dû continuer dans la nuit, donc je ne sais pas combien ils sont, mais ça va. Là, on passe en très peu de temps de 4 pompiers. Il y a toujours 4 pompiers qui arrivent en premier. Et puis tu passes à 4 camions. Et puis tu passes là. Et donc là, ils doivent être, je sais pas, 500, je pense, sur le terrain. 700, merci beaucoup, France Info. À l'Est, voilà, tout à fait. Donc, et bientôt, ça va être chouette. Donc, c'est de voir comment ça s'organise. Et comment voir qu'à un moment, ça se connecte. C'est-à-dire que tu as plein de petites briques qui arrivent et qui vont se connecter entre elles. Et donc là, on va avoir des pompiers, mais pas que des pompiers. Tu as des pompiers, tu as des policiers, tu as des centres communaux des feux de forêt, donc c'est des bénévoles qui ont un petit camion orange. Tu vas avoir des gens de l'ONF, tu vas avoir les habitants du coin qui connaissent très très bien. Et c'est comment on se débrouille pour que on ait des systèmes de flux d'informations qui soient extrêmement performants entre nous. Si entre nous on n'échange pas alors qu'il y a le feu comme ça, c'est mort. Donc on est hyper calé au niveau géographique. On a des éléments de positionnement qui savent que toi, tu es là, toi, tu es là, toi, tu es là, toi, tu es là. Et le fait qu'on sache exactement déjà où est le feu, ça c'est pratique pour y arriver. Mais du coup, toi, tu es à tel endroit, ok, ben moi, je vais aller à tel endroit, pour qu'on puisse répartir un peu les forces et les énergies. On a des systèmes pour que, quel que soit le camion, parce que là, sur un feu comme ça, tu as forcément, donc là, c'est dans le Gard, il y a des pompiers de l'Hérault. Les pompiers sont départementaux, hein, hormis dans les grandes villes comme Marseille et Paris. Les pompiers sont des pompiers départementaux. Donc chaque département achète son matériel. Mais on a des standards pour que les choses se connectent. Et heureusement, parce que du coup, moi je pars de l'Hérault, j'ai pas le même camion, j'ai pas les mêmes tuyaux que... Mais quand on arrive sur le terrain, il faut que ça se branche tout ça. Et donc moi ce que j'adore, c'est regarder
qu'au bout d'un moment, quand on passe à l'échelle, quand on passe sur des gros niveaux, on arrête de travailler sur les structures, on travaille sur les liens entre les structures. On travaille sur les connecteurs. Donc les mêmes standards géographiques qui permettent de parler de la même chose, à quel endroit se passent les choses. L'autre jour, j'étais en intervention à la frontière espagnole, on a eu des gros soucis parce que la manière de parler territoire n'était pas la même. Et du coup, donc c'est quels sont les standards minimums qui permettent d'aller sur un terrain d'action. Et moi, j'adore regarder ça, de voir ces standards minimums. De la géographie, de la fréquence radio. Donc quand on arrive sur comme ça, on a des radios de transit. Donc là, quand on est en radio de transit, j'écoute ce qui se passe pour tous les gens qui sont en transit. Quand on arrive sur le chantier, on nous file ce qu'on appelle une tactique de chantier. Et donc là, je suis en tactique opérationnelle. Tous les gens, quand il y a un avion qui arrive, c'est une autre tactique. Donc on a, alors les chefs de chef, ils ont 4 radios comme ça. Mais voilà. Mais par contre, tu as des hubs, des petits nœuds de personnes qui vont faire les liens entre tous ces systèmes de circulation d'information. Si jamais mon tuyau, il y a déjà les gardois qui ont fait un établissement et pompé de l'eau, moi j'arrive avec mon tuyau, je sais que ça va s'emboîter. Alors si je dis ça, je regarde, il me semble que j'avais pensé à un autre truc qui était... Ma mère m'avait dit que c'était intelligent. Non, c'est bon, c'est pas mal. Donc ça veut dire qu'en attaque, ces liens-là sont fondamentaux pour que nos actions puissent se connecter les unes avec les autres. Je ne sais pas si vous imaginez la puissance qu'on aurait si nos méthodos d'acteurs dits des transitions, si nos outils numériques, si nos postures politiques étaient connectables. Moi, je vois des gens qui... j'étais sur un stand tout à l'heure, hier, avec... je voyais des gens qui avaient des imprimantes 3D, machines à coudre, c'est fabuleux, tu regardes ça, tu dis « Oh, c'est bien, il est beau ton camion ». Mais comment je peux me connecter avec ton projet? C'est quoi le sens politique de ton projet? Si je ne sais pas, peut-être que on ne va pas se connecter. Ce que tu fais, juridiquement, je peux le réutiliser ou pas? Ah, on ne s'est pas posé la question. Bah, si juridiquement, ce n'est pas compatible, ça sera compliqué. Et puis, est-ce que ton projet, il est génial? Ce que tu fais, là, ta plateforme, c'est fabuleux. Est-ce que je peux me brancher? Est-ce que ton site, il envoie des flux d'informations standards qui vont me permettre de me connecter mon site avec ton site? Donc ça, ok, ça envoie de l'info, mais est-ce que tu peux recevoir de l'info? Encore une fois, quand on travaille sur le lien, on ne travaille pas sur moi j'envoie des liens, il faut que toute l'humanité écoute ce que je raconte. Non, il faut que ça passe dans les deux sens. Donc quels sont les... si on reprend le côté acteur dit des transitions, quels sont les minimums des liens entre nous qui vont permettre ces interopérabilités? Et pour en discuter avec quelques-uns, c'est connecteur politique. Donc c'est pas de gauche ou de droite, hein, on s'en fout. Mais c'est quoi ton rapport à l'environnement? C'est quoi ton rapport à la culture? C'est quoi ton rapport au numérique? C'est quoi tes référents idéologiques? C'est quoi? Et donc à partir du moment où on a une espèce de trame qui permet de nous présenter, ok, quand je vais discuter avec toi, c'est comment ça, on va voir si ça matche ou pas. Et surtout, on va voir que, et ça c'est important, si on reprend le côté pompier, moi je réanime des gens avec des connards de première. Moi il y a des copains pompiers, c'est mes ennemis politiques. Mais du coup, quand tu es convoqué par... Il y a le feu, tu dis, bon, est-ce qu'on va dire que je ne vais pas travailler avec lui parce que quand même, il y a 10% sur des sujets sur lesquels on n'est pas d'accord du tout. Et on n'est pas d'accord du tout, on ne sera jamais d'accord. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas 80% des trucs sur lesquels ça peut connecter et on y va? Moi, je vois des structures, dans les Duc Pop, ils sont fabuleux. On ne travaille pas entre nous, on ne partage pas entre nous parce que l'autre, il est un tout petit peu gauche, un peu plus rose que moi, rouge foncé. Du coup, on ne partage pas. Je dis, mais les gars, allô quoi. Bon, ça c'est pris ça. Donc c'est comment on va se débrouiller pour pouvoir repérer que oui, il y a des 20%, des 10% qui nous séparent, mais quels sont les 80% qui nous rassemblent? Et ça, c'est du connecteur politique qui va faire que déjà on va agir. Et souvent, quand on va agir ensemble, on va mieux se connaître. Donc du coup, ce qui semblait nous séparer va peut-être nous relier. Donc des connecteurs politiques, des connecteurs juridiques. Putain, mais libérez vos contenus. Creative Commons, GNU GPL, accès au code. Ce que les libristes nous ont appris. Moi, quand je vois j'ai vu des méthodos fabuleuses. Tu dis, et le code source là de tes dessins, il est où? Je peux récupérer le dessin? Oui, alors si tu... Et il y a le feu. Moi, ton outil il est fabuleux, je veux l'utiliser demain pour fabriquer des schémas de réflexion sur mon territoire. Ton outil est fabuleux, j'ai besoin de ta solution.
Ah mais non, tu comprends, c'est pas encore mature. Allez, va chier. Encore une fois, il y a le feu. Il y a le feu. Enfin, s'il n'y avait pas le feu, si on avait le temps, je comprends. Je pense que nous n'aurons plus le temps. Et le dernier élément, c'est de la connexion numérique. Maintenant, il faut que tu veux chercher l'ordre départemental des feux de forêt du Gard, hop, tu le trouves. Et tu peux le récupérer. Et tu t'en inspires. Voilà. Donc c'est comment on se débrouille pour que, ah tiens, vous bossez sur la mobilité innovante, ok, moi je veux un flux RSS pour que dès que tu mets une fiche chez toi, ça se mette chez moi. Et puis quand je vais la mettre à jour chez moi, ça ira chez toi. Donc comment on travaille sur ce lien, ces porosités qui vont permettre que ça circule dans tous les sens. Et donc faisons l'hypothèse que tiens, si on a des stratégies, voilà, à partir du moment où on arrive à cartographier nos incendies, parce qu'on pourrait s'amuser à faire ça, cartographier les endroits qu'on a envie d'éteindre. Et après, qui est-ce qui va sur ce chantier? Si je sais que toi, tu vas sur ce chantier, j'irai pas. Ou en tout cas, je travaillerai en complément. Mais si je ne le sais pas, des fois, on va se retrouver à 15 000 sur un même chantier sans savoir que tu as des copains pompiers là. Et puis, on ne peut pas dialoguer entre eux parce que tu comprends, juridiquement, il ne faut pas déconner. Et puis, il faut arrêter ça. Enfin, en tout cas, je pense qu'il y a beaucoup à apprendre des pompiers là-dessus. Et puis après, dernier élément, et je pense que j'aurai presque fini là-dessus, c'est... Là, j'ai parlé des stratégies d'attaque. Après, il y a les stratégies de défense. Des fois, ça brûle plus fort que nous. Et donc, moi, ce que j'adore, c'est voir que quand on est en intervention, donc on parlait des 700 pompiers qui sont sur le feu, là, des fois, on se fait dépasser. Et donc, quand on se fait dépasser, on peut se faire dépasser collectivement ou individuellement. On est dans un fonctionnement hiérarchique. Quand on est dans l'opérationnel, on est en hiérarchie. Et nous, on a des modes d'organisation de gros temps et de petits temps. En gros temps, tu as le chef qui va dire tu fais ça, tu fais ça. Et on ne va pas dire oui, mais je pense que ce serait bien qu'on se prenne par la main, qu'on respire tous ensemble et puis ça ira mieux après. Non, on y va. Par contre, si le feu est un peu plus doux, peut-être qu'on va prendre le temps de discuter un peu. Donc on sera un peu plus dans l'horizontalité. Et moi, j'accepte la soumission à l'autorité, donc l'élément hiérarchique, parce que j'ai une possibilité d'objecter. Quand je suis en intervention, j'ai une radio sur laquelle il y a un bouton rouge. Ce bouton rouge, si j'appuie dessus, l'intégralité de l'intervention s'arrête. Ce qu'on appelle une objection. Stop. Si on continue, il y a danger pour moi ou il y a danger pour l'intervention. Donc je te préviens, celui qui appuie dessus, parce que moi je trouve que le rouge des pompiers du Gard, c'est un tout petit peu trop foncé et je ne me sens pas à l'aise. Et moi j'ai vu des cercles d'orientation de grosses structures nationales où les gens appuyaient sur le bouton objection parce que la couleur du logo était trop foncée par rapport à toi. Donc oui, il faut objecter. Il faut toujours cette possibilité d'objection. Dans ce cas-là, j'accepte à un moment de me soumettre à une décision. Mais donc j'objecte, tout s'arrête et tant que l'objection n'est pas levée, l'intervention ne redémarre pas. Les canadières tournent en boucle, comme ça, tournent au-dessus. Tout le monde remonte dans son camion et tu as toute une procédure pour voir. Et on va résoudre et on va apprendre ce qui se passe. Donc soit j'appuie et si je tombe et que j'arrête de bouger pendant un certain temps, ça se déclenche automatiquement. Et donc ça me permet de pouvoir m'engager. Et donc pareil, où sont nos boutons rouges dans nos organisations? Moi j'entends des structures, des fois c'est la structure vient de déposer le bilan. Enfin, des collègues, hein. Je ne savais même pas qu'ils allaient mal. Trop tard, ils sont morts. C'est comment on s'est débrouillé pour ne pas savoir qu'une personne qui est dans l'archipel, enfin qui est dans l'écosystème, ne va pas bien. S'il dit je ne vais pas bien, comment on a des systèmes de circulation d'informations, pas pour faire les kékés, dire je suis plus non, là je ne vais pas bien. J'ai besoin d'eux. Et là on peut s'organiser, on peut commencer à mettre en place de l'organisation pour la stratégie de défense pour aider. Et je comprends que quand on est dans certains départements ou régions, nous on a vécu ça dans le Rhône-Alpes comme ça, d'un seul coup, je sais pas quoi, un mec a été élu, certaines assos, ils sont passés de subventions intéressantes à zéro. D'un seul coup, tout le monde, comment du coup on a des stratégies pour que si les gens meurent, ce soit pas grave, si les structures meurent, ce soit pas grave. Et qu'on ait préparé des systèmes de fuite, des stratégies de fuite pour que, ok, on prend tous tes contenus, là, tout ça, hop, on se débrouille pour créer des communs encore et que ça se diffuse partout. Donc, quasiment, on se rend immortel. Et comment on travaille sur quasiment la compostabilité de nos contenus
pour que du coup, ou des structures, ou des personnes, qui fait qu'on sait qu'on va mourir. Moi, quand je vais en intervention, je sais que je vais mourir. Et le fait d'aller ramasser des gens qui, le matin, pensaient qu'ils seraient vivants le soir et sont morts le soir, il y en a plein. Donc je sais que je peux mourir ce soir. Donc comment faire pour qu'on puisse mourir joyeux? Et quand on peut mourir joyeux, c'est vachement plus sympathique. Et donc c'est comment on pense notre propre compostabilité de nos projets, compostabilité de notre existence, compostabilité de nos structures, et comment faire pour que, encore une fois, ce que j'ai fait, si je meurs ce soir, c'est pas grave, ça pourra servir à d'autres. Et donc, mon petit passage sur Terre aura pu servir, voilà, en tout cas, ça pourra faire un petit rétexte, un modeste retour d'expérience pour que, s'il y a des gens qui peuvent s'appuyer là-dessus, ça sera plutôt sympathique. Et je vous remercie. Vous êtes adorables, c'est les groupies. Les pompiers recrutent, hein. Donc voilà. Allez, une première question ou réaction? Oui, bonjour à tous. Donc Anne Monnier de l'IMT. En fait, je suis allée dans la caserne des pompiers il y a 15 jours avec ma petite nièce qui a 3 ans. Donc merci d'ouvrir les casernes. Et elle a regardé à grande échelle, elle a dit « Ah ben non, c'est pas pour les petites filles ». Donc je voulais savoir, donc on a réussi finalement à lui montrer, voilà, et j'étais étonnée qu'à 3 ans, elle ait déjà un genre sur ce à quoi elle aspirait. Donc il y a eu une femme pompier qui l'a fait monter à grande échelle, donc c'était chouette. Je voulais savoir, parce que moi ça me donne vraiment envie d'être pompier, je voulais savoir actuellement c'est quoi la proportion des femmes et de l'engagement des femmes chez les pompiers. Alors, proportion des femmes, je vais parler juste de ma caserne, parce que je n'ai pas de statistiques au niveau... proportion des femmes, c'est nous on est des équipes de 8 pompiers par semaine à peu près. Et donc on a 4 équipes de 8. Dans chaque équipe, on a entre 2 et 3 femmes. Quand je suis arrivé, il y avait une femme par équipe. Donc ça augmente, et après chaque département a sa stratégie. Nous, la stratégie dans le département de l'Hérault, c'est d'arriver à 50-50. Et donc, par contre, c'est un vrai boulot, parce qu'effectivement, il y a plein de représentations, et donc nous, on voit des garçons qui arrivent, ils ont 16 ans et demi, ils ont déjà le casque de pompier tatoué sur le côté. Des filles avec le casque pompier tatoué, c'est assez rare. Donc effectivement, il y a vraiment un truc qui est très genré, où il faut être fort, il faut ceci, il faut cela. Ça, c'est en train de... Enfin, je pense que c'est en train de bouger. Alors, il y a encore beaucoup de pompiers qu'il faut travailler au corps, parce que quand même, s'il y a trop de femmes, ça va être compliqué de faire des vraies interventions. Bon, au final, on s'aperçoit que ce dont on a besoin, c'est d'humains face à des humains. Donc, et de mettre un peu de biodiversité dans l'écosystème, c'est vraiment très, très intéressant. Et enfin, je sais qu'en tout cas, nous, je reprends l'exemple de l'Hérault, je ne connais pas les autres départements, mais... nous, s'il y a un pompier qui fait des blagues sexistes et tout ça, ça se passe très très mal. Et là, donc là c'est le côté hiérarchique qui envoie des messages. Mais il y a vraiment envie que ça bouge, quoi. J'avais oublié de dire le principal. Merci, votre présentation était vraiment, vraiment chouette. Merci, je le dirai à ma mère. Bonjour, Mathieu Debar, je travaille à Caen, dans un établissement qui s'appelle Le Dôme. Merci pour cette mise en abîme de nos propres professions, ça fait toujours du bien de rire de soi-même. Le deuxième élément, c'est que donc, les concepts que vous énoncez sont extrêmement inspirants, mais je voulais savoir si vous avez des exemples où cette inspiration a pris corps. C'est-à-dire, est-ce que dans ces connecteurs que vous appelez, dans ces différents éléments que vous avez pu énoncer en termes de stratégie, soit de défense, soit d'attaque, Ouais. Ouais. Est-ce que vous avez des exemples où ça a fonctionné, où ça commence à fonctionner? Ouais. Un exemple très très concret, c'était au Forum des usages, il y a 6 ans, un truc comme ça. Rencontre entre directeur des Colibris et directeur de Framasoft. Donc un libriste avec un durabiliste. Et du coup, chez les Colibris, c'est une structure que j'ai pas mal fréquentée. À un moment, tu ouvrais un ordinateur, tu as des gens qui sentaient des fuites d'énergie, machin. Tu passais pour un corps, on était en cercle, c'était vraiment terrible, quoi. Enfin, terrible.
Pour eux, c'était terrible. Moi, ça me paraissait normal de faire ça. Et en même temps, je ne sais plus combien il y avait d'adhérents à l'époque, mais c'est colossal. Et puis, tu as des gens qui ont envie de faire leur part, il y en a plein. Donc, c'est comment on les met en réseau. Si tu ne mets pas un peu de numérique là-dedans, t'es mort. Et puis, tu avais de l'autre côté les Framasoft qui bossaient vraiment à la dégooglisation, qui commençaient à avoir plein d'outils fabuleux pour faire de la coécriture, amplifier le pouvoir d'agir avec du numérique capacitant, qui était un peu dans un monde de geeks quand même. Donc, ils avaient des outils qui étaient très efficaces, mais moches. Et donc le fait de faire cet échange-là, on a eu un moment très émouvant où tu avais les colibris qui disaient ah oui, si vraiment vous pouviez nous filer vos outils, ce serait tip-top. Et donc maintenant, il y a un chaton chez les colibris. Donc il y a un hébergement il y a des gens qui bossent excellemment bien à faire du numérique capacitant pour ça. Et donc ça a complètement changé. Donc là maintenant, tu as des petits groupes locaux qui veulent faire des AMAP du numérique et faire de l'auto-hébergement. Ça a amené à ça. Et puis de l'autre côté, tu as eu des retours d'usage hallucinants. Je ne sais pas si vous avez vu, mais les pads maintenant sont beaucoup plus jolis. Ça, c'est des choses qui sont des retours qui viennent des colibris. Et donc, c'est à partir du moment où tu arrives à faire ces connexions entre ces fameux différents silos, on a vraiment des actions qui sont relativement exponentielles. Donc ça, c'est un exemple. Après, un autre exemple, c'est une structure, des gens un peu bizarres qui font des formations qui s'appellent Animacop. Une formation un peu à l'animation de projets coopératifs. On s'est aperçu que chacun c'est des gens qui ne sont pas dans une structure, ils sont dans plein de structures différentes. On s'est aperçu que chacun mettait des contenus un peu dans son coin. Donc tu avais 3 fiches pédagogiques là-bas, 3 fiches pédagogiques à tel endroit, à tel endroit. Et du coup, à un moment, ils ont décidé de faire un truc. Alors moi, en tant que pompier, ça m'a beaucoup plu. Interpol. Donc c'est un site internet. On dit voilà, on va arrêter de mettre chacun dans son coin, on va mettre au même endroit. Donc ils ont mis un endroit qui fait un petit peu ferme de contenu. Et donc là, quand tu vas là-dessus, ça appartient à personne. Donc c'est un espace de lieu neutre, une bibliothèque commune, mais qui au final leur sert à eux, mais sert à tout le monde. Après, autre exemple, c'est, on va prendre plutôt le volet informatique, c'est tout un tas d'outils maintenant. Donc il y a eu une très belle expérience, un truc qui s'appelle Transiscope. Avant, tout le monde voulait faire la carte de ces actions de transition. Viens la mettre chez moi. Donc ça avait la guerre des cartes. Et donc là, tu as des gens qui ont dit voilà ce qu'on va faire des moulinettes. Une moulinette qui va faire que toutes vos données géographiques, on va les reprendre et faire la carte des cartes. Chez Transiscope, il n'y a aucune information, il n'y a aucune donnée. Ce n'est que toute l'énergie informatique a été mise sur le lien. Comment faire pour ce que tu mets là-bas, ça se mette à jour ici. Et donc là, ils sont en train d'imaginer la même chose sur des agendas. Donc on revient sur le lieu, quels sont les endroits où on agit, et quand est-ce qu'on agit. Donc là, l'agenda des agendas. Puis on va commencer comme ça, imaginer peut-être des contenus de formation, donc ça, c'est des choses qui sont... Et puis après, d'avoir un certain nombre de standards concernant des mots-clés, des flux RSS par mots-clés, des flux JSON, GeoJSON, ICAL, se débrouiller pour qu'encore une fois, nos sites envoient du flux sortant de qualité et du flux entrant de qualité qui fait qu'on va pouvoir interopérer. Donc là-dessus, il y a une petite expérience qui a été faite il y a quelques temps qui s'appelle les projets Riposte Créative, Riposte Créative Territoriale. Et ce qu'on voit, c'est que tu as plein de territoires qui cartographient des initiatives. Et par des systèmes de flux, pouf, les initiatives, moi je suis intéressé que par l'alimentation, tu récupères le mot-clé, on voit vraiment les informations qui se baladent d'un espace à l'autre. Mais je pense qu'il y a des marges de progression encore. Jean-Michel ? Merci, Jean-Michel Cornu, youtubeur. Merci Laurent, je trouve qu'il y a une chose qui est vraiment très très inspirante aussi, c'est l'histoire de faire remonter les rétextes entre nous tous pour aller faire les choses. Et je suis très sensible aussi aux aspects de connecteurs que tu as dit. Mais quand on connecte des rétextes, c'est pas simplement les mettre sur un même endroit, juridiquement plein dessus. Donc j'aimerais savoir quand il y a un pompier à un moment donné qui trouve un truc sur un aspect particulier quelque part et un autre quelque part, comment ça se connecte de manière à ce que, j'imagine, il y a un flux de rétextes absolument gigantesque. Comment ça reprend de la cohérence pour que, justement, entre nous tous, on puisse faire des choses. Moi, je pense que là-dessus, pour moi, l'élément qui est vraiment intéressant, c'est qu'il y a différents niveaux de souveraineté. Le premier truc, c'est quand tu fais ton rétexte quand tu vois un truc qui est surprenant, déjà, tu le fais à ton niveau. Donc, tu le fais à ton niveau, c'est petit 1 ton équipe. Si au niveau de ton équipe, c'est bien, tu devrais le partager, tu le partages avec l'équipe d'à côté, donc c'est bon, niveau caserne. Ah non, mais ce truc-là, ça ne concerne pas que la caserne, ça concerne la compagnie. Alors, on peut passer à la compagnie. Si la compagnie, donc chaque niveau dit ça, ah non, c'est trop intéressant pour le garder chez nous. Du coup, ça remonte, parce que c'est validé par l'échelle de souveraineté pertinente.
Si par contre, là, je te donne un exemple très concret, on était plusieurs, un feu il y a quelques temps dans le sud. Normalement, quand un feu arrive sur une vigne, le feu s'arrête dans la vigne. C'est comme ça. Donc on sait quand tu as un feu, voilà. Donc là, un feu de je sais pas, 19 hectares, un truc comme ça. On s'est aperçu que, normalement, on a des drones comme ça qui passent au-dessus, qui repèrent les points chauds et tout, et on a vu des points chauds dans la vigne. Et on a vu à un moment le milieu de la vigne qui brûlait. Donc, par rapport à toutes les... Jamais on a vu ça. Ben, en fait, ce qu'on a vu, c'est que maintenant, dans le sud, comme il fait chaud, il y a de l'irrigation. Donc on a du goutte à goutte. C'est des tuyaux en polypropylène. Très inflammables. Donc on a vu le feu, comme ça, qui se propage sur chaque rangée de vigne. Et puis des fois, ça traverse juste, mais ça met le feu de l'autre côté de la vigne. Et puis des fois, ça prend sur une souche, et puis tu as un carré de vigne qui brûle. Ben ça, ce truc-là, nous, on était programmés pour que le feu arrive, tu t'arroses un peu, puis tu passes à l'endroit où ça brûle le fort. Puis, sauf que quand tu reviens, et là, à un moment, on est appelé à 5h30 du matin, c'est quand même en plus moyennement rigolo, parce que tu avais le feu qui avait complètement traversé alors qu'on ne l'avait pas vu. Donc ça, rétex, et donc ça, on va le faire remonter. Je ne pense pas que ça aille en Bourgogne. Peut-être qu'il n'y a pas encore de goutte à goutte dans les vignes. Donc oui, mais c'est un moment, c'est les gens qui vont dire ça, c'est pertinent pour passer au niveau ou pas. Donc ça, chacun est souverain pour dire est-ce que c'est pertinent. Et grosso modo, il y a suffisamment de personnes qui voient l'information pour, à un moment, si tu en as la moitié qui disent c'est pas pertinent, ça va remonter. Et après, surtout, et ça c'est un truc qui nous manque, nous, dans les acteurs dits de transition, c'est les gens qui sont payés pour faire ça, qui sont payés pour bosser sur les liens, qui à un moment vont réécrire ça pour qu'en termes de langage, ce soit un peu standardisé, tout ça, qui va faire que ça va pouvoir remonter. Et qui après vont faire la synthèse des synthèses et faire redescendre ça. Parce que quand tu le fais redescendre, tu as peut-être du matériel différent, de la formation différente. Maintenant, on ne fonctionne qu'en approche par compétence chez les pompiers. Tu as de l'ingénierie pédagogique, tu as du matériel associé. Voilà. Donc forcément, ça va demander des moyens. Donc il faut des gens qui pensent les liens. Et actuellement, on pense trop nos structures et on pense pas assez les liens sur les structures. Et après, quand on fait des appels à projets, hier on parlait ou appels à envie, on nous paye sur du projet, mais on ne paye pas des gens qui disent « moi je ne fais pas de projet, la seule chose que je fais c'est des liens ». Et je pense qu'on est en train de crever de ça. Enfin, en tout cas, pardon. Je pense qu'il y aurait quelques... par rapport au rétex. Voilà, merci. Elias Martin, je fais partie du collectif des consommateurs. On travaille plutôt sur la transition énergétique et ces outils-là. Et merci beaucoup, c'est très éclairant sur justement ces liens et la double face. Et j'ai envie de creuser un petit peu la question, vous me direz si c'est pertinent. Comment on travaille sur un incendie qui dure depuis 50 ans ? Sur un incendie qui dure depuis 50 ans, vous avez parlé de cadre entre le gros temps, petit temps, et je trouvais ça vachement intéressant effectivement sur cette question de prise de décision. Est-ce qu'il y a sur du temps long, comment on peut alterner entre les deux ? Alors, je vais caresser la métaphore. Quand on a des très très gros incendies, c'est-à-dire qu'à un moment, on sait que les pompiers font ce qu'on appelle au bout d'un moment la part du feu. La part du feu, c'est que on sait que ça va brûler. Donc, ok, on fait des projections. Enfin, il y a des super trucs en informatique. On sait qu'à telle heure il sera là, à telle heure il sera là, N+1. Donc, en fonction des données que tu as, tu peux laisser brûler. Puis après, tu peux dire voilà, là, on sait qu'à un moment ça va arriver à tel endroit. On va faire ce qu'on appelle des contre-feux. Donc, on va fabriquer des feux qu'on maîtrise, qu'on va allumer sciemment à tel et tel endroit, qui fait que le jour où le feu arrive dessus, il n'y a plus rien à cramer. Donc on peut imaginer des stratégies de structure, des stratégies où du coup, ok, là c'est le bordel. Bon, pendant que tout le monde est agité ici, nous on va aller allumer des contre-feux là-bas et puis se débrouiller pour. Après, c'est aussi de la tactique. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu as une cartographie opérationnelle, tu sais qu'il y a tel et tel moyen, on peut vachement mieux se répartir le travail. Moi, ce que je vois, c'est des fois des structures qui pensent qu'ils sont tout seuls à faire ce travail-là. Et je reviens sur alors soit parce qu'ils ne connaissent pas les autres acteurs de la sécurité civile ou des acteurs dits des transitions, peut-être que c'est ça. L'autre chose aussi, c'est que il y en a quelques structures ou personnes qui ont des égos de structure ou des égos de personnes, mais démesurés. Qui pensent que si le jour où tout le monde pensera comme eux et sera adhérent de leur structure, le monde sera sauvé. Et donc, quand tu es trop centré sur toi, tu vois plus l'autre. Et donc là-dessus, pour moi, il y a deux notions qui sont résilientes. En tout cas, une notion qui est pour moi très, très intellectuellement
intellectuellement féconde, merci, c'est la notion d'archipel. La notion d'archipel, c'est qu'on arrête de penser en centralité. Et quand on parle d'archipel, c'est pas l'archipel des colibris, ou c'est pas l'archipel de l'UDN, c'est pas l'archipel d'Infini, c'est l'archipel des acteurs de la transition. Donc dans cet archipel, chacun fait sa... Oui, on va revenir sur faire sa part, tu vois, c'est bon, ça roule. Mais là, il y a deux notions derrière qui sont des notions clés. C'est petit 1, travailler sur ce qu'on appelle l'identité racine. Je suis ça et je ne suis pas l'autre. Donc j'affirme mon identité. Mais dans l'archipel, il y a une autre notion qui est fondamentale, c'est l'identité relation. Il ne peut y avoir archipel que s'il n'y a pas de centralité, que si à un moment on se reconnaît au niveau d'un truc qui nous transcende. Et identité-relation, c'est comment, on revient sur les fameux flux dont je parlais tout à l'heure, mais qui sont des flux de transformation bijectif. Quand on a travaillé avec un peu des élus politiques là, qui étaient super excités par la notion d'archipel au moment des dernières élections, ils disaient archipel génial, mais je voudrais les archipels autour de moi. Donc l'identité-relation, d'accord, mais je veux que tout le monde soit influencé par et écoute ce que je fais. Toute référence à des élus serait fortuite. L'identité-relation, c'est comment je vais transformer l'autre et l'autre va me transformer. Et donc ces espèces de liens bijectifs vont faire qu'on peut faire un tissu relativement tricotage, hyper résilient. Mais ça demande de travailler l'ego de structure, l'ego de personne, et encore une fois, de travailler sur les liens. Ce qui fait que, après, on sait que toi, tu es là-bas. Si tu es là-bas, moi, je ne vais pas aller là-bas. Parce que je sais que tu vas mener, toi, tu t'occupes du flanc gauche. Moi, je vais m'occuper du flanc droit. Mais tout ça, c'est coordonné parce qu'à nous tous, on va éteindre. Le gros souci, c'est que des fois, sur des gros incendies comme ça, si tu en as un qui fait ça et qui pense que venez tous chez moi, parce que toi, tu vois la flamme, tu penses que c'est ici que ça brûle. Mais ça brûle ici, mais ça brûle aussi là-bas. Si on n'a pas de lien entre nous, je pense que ça peut brûler encore longtemps. Merci beaucoup pour votre intervention. Donc, Loïc Petit-Lavilléon, j'habite à une commune près d'ici. Je suis sur une liste municipale minoritaire, quand on dit politiquement correct, et d'opposition, quand on est un peu moins politiquement correct. Et moi, ce qui m'intéresse ici, c'est comment casser les codes. On a parlé de silos, de libristes, de durabilistes, etc. Mais finalement, tout ce qui est proposé au niveau citoyen par une minorité va être vu comme des ennemis, on ne va pas surtout faire pas de bien. Tout ce qui est proposé par une liste en place majoritaire va être vu comme le pire du pire par ceux qui sont de l'autre côté. Et autant au niveau de la commune et qu'au niveau de l'intercommunalité du territoire plus largement. Donc donc ça me passionne ça, parce que comment casser ces codes, ça c'est une première question ou un petit commentaire. Et puis derrière, dans certains territoires plus ruraux, on a beaucoup parlé de termes techniques que je comprends qu'à moitié, du style JSON, GeoJSON, RSS, etc. Malgré tout, on réfléchit aussi à l'exclusion numérique. C'est quelque chose qui est réel. Comment, dans des territoires plus petits où il n'y a pas franchement un accompagnement techno, on peut casser et aider là-dessus. Donc il y a deux éléments de question. La première, c'est vraiment, je pense, vraiment travailler nos porosités. Actuellement, quand on travaille des structures, on travaille trop sur l'imperméabilité de nos structures. Je fais ça, donc du coup je suis ça, donc ce qui est en dehors de moi, c'est ce qui va m'attaquer. Donc c'est comment retravailler les porosités de structure. Donc alors, moi je te dis comment moi je le vis. Moi je suis élu dans mon village. Je ne pense pas que ce soit l'endroit où je fasse bouger le plus de choses. Je suis aussi pompier. Quand je suis pompier, je vais rencontrer des gens. Enfin, la première fois que je suis arrivé chez les pompiers, je me dis mais qu'est-ce que je fous là quoi? Je connaissais personne alors que je suis super intégré dans le village et tout ça, et je pensais que j'habitais mon village. Je connaissais 2 sur 40. Donc, mais sauf que maintenant, je connais des personnes que je ne connaissais pas du tout. Et quand je suis avec quand je vais conduire les chefs lundi matin, on va parler ça reste entre nous, mais des fois quasiment de communication non violente dans le camion. Et moi, j'apprends d'eux et je pense que je leur apprends un peu. Donc, c'est comment, à un moment, on va travailler nos marges, on va travailler nos lisières, on va travailler nos frontières et se débrouiller pour que là, ça puisse percoler. Alors, il y a des endroits, c'est trop enquisté, c'est trop, tu vois, ça fait des bubons. Donc là, il faut donner un coup de scalpel pour que ça pète. Enfin, ça pètera un jour. Donc, il y a des endroits où c'est quasi impossible. Donc ça, des fois, il ne faut pas se faire du mal. Il faut éviter les zones, ce qu'on appelle les zones pathogènes. Par contre, il y a Hannah Arendt, en espace concentrationnaire, il y a toujours des espaces de liberté. Donc comment ces espaces-là, on va les repérer, comment on va travailler ces marges-là, comment on va remettre de la porosité là-dedans, et les humains contribuent à cette porosité, et comment de cette porosité-là, on montre que j'offre, mais je prends. Et ça, il n'y a rien de pire dans nos structures, c'est-à-dire, moi, ce que je vous dis là, c'est la vérité.
allez-y, que la bonne parole se répande. Non, c'est un témoignage à mon échelle, vu ce que je fais, ok. Mais du coup, j'ai aussi besoin beaucoup d'apprendre. Et souvent, par rapport aux pompiers, je dis, mais là, vous m'apprenez. Et quand tu fais ça, tu te mets aussi en zone de fragilité, tu remets du flux au final. Et je pense que, y compris en espace rural, on peut tout à fait faire ça. Mais du coup, c'est sortir de ces zones de confort. Donc ça, c'était la première partie. Et deuxième partie, par rapport au numérique, grosso modo, oui, les gens maintenant, ils ont quand même des smartphones. Oui, il y a du numérique un petit peu partout. Un truc sur lequel on bosse avec d'autres personnes un peu allumées, c'est de refaire par exemple des serveurs locaux. C'est-à-dire qu'à un moment, on peut on peut utiliser le numérique sans être connecté au web. Donc faire du web sans le web. Et donc il y a des petits ordinateurs minuscules qui permettent du coup de faire de l'échange de savoir, de l'échange de pratiques et d'apprendre un peu le numérique, et qui fait que le jour où cette boîte-là, tu vas en ville, tu la connectes et tu repontes plein de données et tout ça. Quand tu reviens en espace rural, du coup on peut faire de la slow connexion et qui permet de pouvoir échanger. Mais en général, on y arrive. Et après, s'il y a des gens qui ne veulent absolument pas être connectés, on imprime des bouquins à partir ou des métacartes à partir du numérique, qui fait que oui, tu as des éléments de connaissance, tu sais que ça existe, donc tu peux commencer à penser, faire des liens. Puis le jour où tu peux te connecter, tu vas voir le conseiller numérique qui va t'aider effectivement à accéder au contenu. Je pense que ça... En tout cas, actuellement, si on veut connecter nos stratégies, nos ressources, le numérique est quand même un élément incontournable avant que ça n'existe plus. Un grand merci à Laurent. On garde un tout petit peu de temps. On va faire un petit mot de conclusion. Et donc, un grand merci pour cet exposé. Alors, juste, on ne va pas vous retenir longtemps. Deux petits mots de Anne. Oui, merci beaucoup. On était vraiment très heureux de pouvoir partager ce moment entre cette école d'été qui était notre première édition. Pour le forum, c'était la 10e. Et donc, on espère en tout cas qu'il y a pu avoir des liens qui se sont faits entre deux communautés, de justement nourrir ces coopérations aussi et de découvrir de nouvelles bulles et de les faire vraiment se mettre en symbiose et discuter et se nourrir les uns les autres. Donc, merci beaucoup à toute l'équipe du forum de nous avoir aussi ouvert les portes et partagé ces moments. Merci. Alors le forum des usages, il ne pourrait pas se tenir sans le soutien d'un certain nombre d'organismes qui nous aident, soit en nous finançant, soit en nous prêtant les locaux comme l'IMT Atlantique. Et donc il y a la région Bretagne, le Finistère, Brest Métropole, la mission Société Numérique et Mégalis Bretagne. Et aussi, c'est co-organisé en partenariat avec l'UBO Open Factory, Marsouin, le CC Lab, la recyclerie Un peu d'air qui fournit un petit peu le mobilier aujourd'hui, la FING, Tyriade, Ultra Édition, la Métropole de Rennes qui anime plusieurs sessions, les Interconnectés, Outils Réseau Infini et le Hub Bretagne. Donc merci aussi à eux. Et comme pour les autres, merci à Fred pour l'enregistrement, donc il sera mis en ligne ultérieurement. Merci à Julie pour son illustration que vous pourrez retrouver et qui va être mis au centre-ville. Et juste quelques mots de conclusion pour le forum. On a voulu aborder la convergence des transitions qui nous a permis aussi un peu ce lien avec l'école d'été. Donc c'était vraiment une belle opportunité. On voit bien qu'il y a de longs chemins encore à parcourir et puis Laurent a dressé un peu quelques pistes qui nous permettront d'avancer sur cette convergence des transitions. Et puis dans les échanges qu'on a eus, on s'aperçoit aussi que les uns les autres, on a tous un peu des pas de côté à faire. Ça peut être un pas de côté par rapport à notre structure, ça peut être un pas de côté par rapport à un programme existant d'enseignement qu'on va modifier. Et donc ces notions de pas de côté nous semble important à explorer aussi pour essayer d'apprendre des expériences des uns des autres, d'avoir nos retours d'expérience. Et je crois qu'on risque de proposer cette notion de pas de côté pour le prochain forum des usages en 2024. Alors j'ai deux appels de service rapidos. Elisabeth. Oui, alors
Non, moi j'ai juste une précision, mais alors complètement pratique, qui est de n'oubliez pas de ramener vos clés, voilà, à l'accueil. Voilà, c'est juste ça. Oui, il y a du monde jusqu'à 13h. Oui. Et encore un grand merci au service de la ville de Brest et de la métropole. Un petit mot de service aussi. Donc on va faire une photo de groupe. Allez,